Bonjour à tous. Donc, on va commencer cette session sur les chirurgiennes. Alors pour tout vous dire, quand le professeur Pessot nous a demandé à David et moi d'organiser cette session, j'étais un peu dubitative sur l'intérêt de cette session. Et pour tout vous dire, suite à la lecture des messages orduriers qu'on a reçus suite à la communication de cette séance sur les réseaux sociaux, je pense qu'en fait cette séance est nécessaire, sinon indispensable. Oui, on a reçu des messages de gens bienveillants qui disaient mais quelle est la prochaine idée débile de ce congrès, à savoir on va mettre qui au devant de la scène. Oui, en tout cas, ça nous a vraiment motivés à construire cette session, en se disant effectivement s'il y a encore des gens qui sont capables d'envoyer des mails injurieux comme ça. A priori, la féminisation n'est pas un progrès pour la chirurgie. Bon bref, voilà. Toujours est-il qu'on est dans le grand amphi, on est ravis de vous accueillir, on est ravis de pouvoir échanger avec vous et puis surtout avec elle. Voilà, avec elle que je remercie infiniment d'avoir accepté d'être là. On va vous les présenter ensuite. On va commencer avec une présentation de Sophie Chopinet qui va nous faire un état des lieux de la féminisation en chirurgie digestive aujourd'hui, et puis on poursuivra la séance par un débat avec les différentes intervenantes. Merci beaucoup Sophie. Mesdames, Messieurs les modérateurs, donc je vous remercie pour m'avoir invité à parler de ce sujet parce que je pense qu'il est effectivement très important d'en parler. Ce sujet avait fait l'objet d'une séance à l'Académie nationale de médecine sous la direction de Jacques Belghiti, sur laquelle nous avions travaillé, qui avait eu lieu en juin dernier pour le bicentenaire de l'Académie de médecine. Actuellement, effectivement, il y a une augmentation croissante du nombre de femmes en chirurgie. Elles représentent 22% des chirurgiens de moins de 40 ans, même s'il existe une grande disparité en fonction des spécialités chirurgicales. Elles sont largement minoritaires en orthopédie, en neurochirurgie ou en chirurgie cardiaque. Cependant, 22%, elles restent quand même largement minoritaires dans les spécialités chirurgicales. Ce qu'on peut constater, c'est que l'image du chirurgien actuellement est encore largement celle d'un homme. Et ceci m'a amené à me poser plusieurs questions, notamment est-ce que cette augmentation traduit pour autant une égalité entre hommes et femmes en chirurgie? Quelles sont les avancées faites depuis plusieurs années? Et quels sont les combats qui restent à mener pour les générations futures? De par mon expérience personnelle, qui était une des bases de ma réflexion, je ne suis pas la seule, je m'en doute bien, avoir eu certaines réflexions au cours de mon externat. Par exemple, quand j'évoquais mon avenir en chirurgie digestive, on me disait que anapath c'était bien mieux que chirurgie pour une fille. Même si, d'autre part, j'ai également eu des soutiens qui me disaient que maintenant ce n'était plus un problème de faire chirurgie, que les temps avaient changé. En étant interne, le problème se pose des postes de chef de clinique, où j'ai entendu on ne peut pas prendre deux chefs de clinique femmes en même temps, comment on va faire si les deux tombent enceintes en même temps? Mais j'ai également eu des réflexions qui me soutenaient en me disant qu'on pouvait tout à fait avoir des enfants et être chirurgienne, que ce n'était pas incompatible. L'image du chirurgien est encore largement pour les patients celle d'un homme. D'entendre « je raccroche, l'infirmière est là quand on entre dans la chambre ». À la fin de la consultation, à ne pas avoir expliqué en détail le principe et les complications, d'entendre « est-ce que c'est vous qui allez vraiment m'opérer ». Mais est-ce que ces phrases finalement qu'on entend traduisaient vraiment une suspicion, une méfiance vis-à-vis des femmes en chirurgie? Finalement, je n'ai pas constaté de refus, de patients qui refusaient d'être opérés par moi, et il y avait souvent une certaine curiosité et une bienveillance. Les femmes sont plus soigneuses que les hommes. Pourquoi les femmes sont-elles toujours minoritaires en chirurgie? Plusieurs facteurs. Il s'agit d'un métier qui est souvent associé à des caractéristiques fortes masculines, le goût pour l'action, la décision, l'esprit de commandement, et les principaux freins, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les aspects techniques, la résistance physique qui est souvent évoquée par certains, mais aussi le manque d'attraction de la profession et le rôle des menteurs
dans la formation et dans le compagnonnage. Il existe aussi une forme d'autocensure des femmes qui se disent que la chirurgie, ce n'est pas fait pour elles, qu'elles n'y arriveront pas. Et plusieurs analyses sociologiques ont étudié, et notamment Emmanuel Zolesio, qui a passé plusieurs semaines dans un service de chirurgie digestive en recueillant des témoignages au sein du service entre chirurgiens et chirurgiennes, dans son livre intitulé « Chirurgien au féminin, des femmes dans un métier d'homme ». D'après elle, 2 types de chirurgiennes existent, finalement, pour s'adapter à ce milieu. Les personnalités qui sont dites masculines et qui vont calquer une attitude masculine autoritaire, très sûre d'elle-même, ambitieuse, et d'autres personnalités féminines qui vont, elles, au contraire, dans les services, être discrètes, effacées, et s'attacher à un équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors c'est bien sûr des caricatures, mais finalement ça traduisait le fait qu'elle étudiait comment les femmes s'adaptaient finalement à la chirurgie. D'autres interrogations sociologiques, c'est la comparaison avec d'autres métiers, les bastions dits masculins, comme les métiers de la police, la magistrature et la politique. Et Delphine Dulon, qui a travaillé avec nous pour la séance de l'Académie, a bien étudié ces différentes professions et a bien constaté que l'augmentation du nombre de femmes dans ces métiers n'était pas forcément synonyme de plus grande égalité et qu'il existe 2 types de ségrégation dans l'avancement et dans la progression des femmes. La première, c'est la ségrégation horizontale. Les femmes ne vont pas faire ou pas exercer le même métier que les hommes. Et la ségrégation verticale, le fameux plafond de verre. La ségrégation horizontale, c'est par exemple dans la magistrature, même si les femmes sont plus nombreuses, elles vont finalement exercer principalement au sein des affaires familiales. Et en médecine, c'est par exemple le fait qu'il y ait peu de femmes en chirurgie. La ségrégation verticale ou le plafond de verre, par exemple, au sein du CNRS, une étude avait montré que 26% des chercheuses avaient le grade de directeur de recherche contre 45% des chercheurs avec le même statut, les mêmes compétences. Une autre étude qui a été réalisée au sein de la PHP, publiée dans la revue de médecine interne, montrait que les femmes représentaient 50% de l'effectif médical, mais que plus on avançait dans la hiérarchie hospitalo-universitaire, moins elles étaient présentes, vu qu'elles ne représentaient plus que 15% des PUPH, avec une sous-représentation en chirurgie et en anesthésie-réanimation. L'image du chirurgien, c'est celle d'un homme d'un certain âge pour les patients. C'est aussi basé sur le compagnonnage, le problème de manquer de mentors féminins et donc de limiter l'attraction des jeunes dans la profession. Une large campagne qui avait débuté avec la publication en une du New Yorker du hashtag I look like a surgeon, relayée par 150 000 tweets et 35 000 personnes qui montraient des femmes qui étaient au bloc opératoire et qui justement voulaient se réapproprier cette image, qui n'était pas celle d'un homme d'un certain âge, qui a eu un effet très important et largement diffusé sur les réseaux sociaux. Les avancées et les progrès qui restent à faire. Il y a une idée qui est fortement répandue selon laquelle l'augmentation du nombre de femmes en chirurgie va entraîner un changement des mentalités et que les choses finalement vont se faire naturellement. Alors oui, il y a de plus en plus de femmes en chirurgie. Ce nombre entraîne forcément un changement des pratiques au sein de services, où il y a même des services où les femmes sont largement majoritaires, mais il n'y aura pas forcément d'amélioration, vu qu'on voit bien, qu'on constate bien avec cette première étude qu'elles n'accèdent pas plus facilement aux postes à responsabilité. Et toujours cette impression pour les femmes de devoir en faire finalement 2 fois plus. Depuis la publication de cette étude dans le New England en novembre 2020, qui a analysé le parcours hospitalier et universitaire de plus de 500 000 femmes médecins diplômées aux États-Unis depuis 1979 dans 134 écoles de médecine. On a constaté dans cette étude que les femmes obtiennent moins de postes universitaires que les hommes, mais l'intérêt surtout de cette étude était de comparer 2 périodes. Première période, la période de 1979 à 1997, donc les femmes sont représentées en rouge et les hommes en bleu, montre que finalement, si on compare les 2 périodes, il n'y a strictement aucun progrès. Les 2 courbes devraient se rapprocher au fur et à mesure du temps, et on voit bien qu'en fait, il n'y a aucune évolution. Les femmes ont toujours un retard quand il s'agit de promotion. Suite à toutes ces réflexions, nous avons décidé de réaliser une étude pour justement
recueillir un petit peu, en questionnant les chirurgiens, les infirmières de bloc opératoire et les patients, la vision de la féminisation en chirurgie. Donc, c'est une étude qui a été réalisée à Marseille et à l'hôpital Beaujon. Les questionnaires ont été diffusés via les sociétés savantes, par les mails et via les réseaux sociaux. Et pour les patients, des questionnaires ont été distribués en salle d'attente lors de la consultation. Ce que nous avons constaté comme résultat, tout d'abord, en interrogeant les chirurgiens. Cette étude a largement été plébiscitée par les femmes, vu qu'elles ont été 200 à répondre pour 100 hommes. Ensuite, c'était majoritairement des jeunes de moins de 40 ans qui ont répondu à ce sondage, vu qu'il y avait seulement 18 PUPH qui ont répondu au questionnaire. Quand on posait la question de savoir égalité de temps de travail et répartition des tâches au sein du foyer, les femmes et les hommes, comme on le voit ici, font le même temps de travail. Plus de 10 heures par jour pour les femmes et les hommes dans 73 et 71% des cas. Quand il s'agit de la gestion des enfants au foyer, quand les femmes sont chirurgiens, elles s'occupent majoritairement des enfants dans 34% des cas. Quand l'homme est chirurgien, la mère s'occupe majoritairement des enfants dans 54% des cas. Et lui s'en occupe majoritairement seulement dans 2% des cas. Donc si les femmes et les hommes font autant d'heures, la gestion des enfants reste majoritairement prise en charge par la mère. À la question de savoir quels sont les freins à la carrière de chirurgien pour une femme, plusieurs items ont été retenus. Tout d'abord, le manque de flexibilité des horaires liés à la profession, l'attitude machiste des hommes en chirurgie, la profession peu compatible avec la maternité et la vie de famille, la faible représentation de modèles féminins de mentors et la difficulté d'acceptation et d'adaptation de l'entourage. Ceux qui n'ont pas été retenus, c'est le manque de confiance des femmes et une moins bonne aptitude ou une moins bonne force physique. Concernant la question de la grossesse, quand on questionnait les femmes et les hommes chirurgiens, à savoir si on pensait que la grossesse pouvait avoir un impact négatif sur la formation d'une femme, les femmes répondaient oui dans 64% des cas et les hommes oui seulement dans 48% des cas. Quand on s'intéressait également au nombre d'enfants par chirurgien ou par chirurgienne, on constatait que les hommes dans 50% des cas avaient plus souvent 3 enfants que les femmes. Concernant le conjoint et l'entourage, dans les différentes professions à statut socio-professionnel élevé, à la différence des hommes, les femmes préfèrent en effet s'unir vers le haut plutôt que vers le bas de l'échelle sociale. Dans notre sondage, ce que nous avons constaté, c'est que quand une femme est chirurgien, elle est en couple avec un chirurgien dans 23% des cas, et quand l'homme est chirurgien, il est en couple avec une chirurgienne dans 6,5% des cas. Concernant la question de la mobilité, la règle de la mobilité géographique se pose lors des promotions et des carrières hospitalo-universitaires. Est-elle un frein à la carrière des femmes en chirurgie? Nous avons posé cette question aux femmes et aux hommes et ils ont répondu non dans 61% des cas pour les femmes et non pour les hommes dans 76% des cas. Concernant la question du sexisme en chirurgie et des réflexions qu'on peut avoir au bloc opératoire ou dans les services, 84,5% des femmes ont été victimes de ces propos sexistes et quand on s'interrogeait à savoir qui avait adressé ces propos sexistes, c'était majoritairement de la part d'un collègue chirurgien, puis d'un patient et ensuite du patron ou de la hiérarchie. Concernant les résultats que nous avons demandés aux infirmières, les infirmières 112 infirmières de bloc opératoire ont répondu au questionnaire, majoritairement jeunes, et quand on leur demandait si elles préféraient travailler avec un homme ou une femme, il n'y avait pas de différence, pas de préférence évoquée. Concernant les résultats des patients, 170 patients ont répondu au questionnaire. Ils étaient majoritairement âgés de plus de 50 ans, avec un niveau d'études de Bac+3 dans 40% des cas. Et on leur a demandé de classer par ordre d'importance leur choix de leur chirurgien selon plusieurs critères. Le premier critère qui était le plus important pour eux, c'était les années d'expérience, puis la réputation, ensuite le lieu d'exercice, le nombre de publications, ensuite l'âge, le sexe et en dernier le physique. Quand on leur demandait leur préférence concernant le choix de leur médecin traitant, 18% préféraient quand même une femme à un homme et 70% n'avaient pas de préférence. Quand maintenant on s'intéressait au choix du médecin spécialiste, de l'anesthésiste ou du chirurgien,
Nous avons constaté que dans 96% des cas, ils n'émettaient aucune préférence. Concernant l'évaluation de la difficulté pour les femmes en chirurgie, nous avons posé cette question aux femmes, aux hommes, aux ibodes et aux patients. Et nous avons constaté que les femmes trouvaient qu'il était plus difficile pour une femme qu'un homme d'exercer la chirurgie dans 76% des cas, alors que les patients pensaient à cette difficulté seulement dans 53% des cas. Maintenant, à la question, est-ce qu'une femme chirurgien inspire aux patients la même confiance qu'un homme? Les femmes, clairement, se sont sous-estimées dans cette enquête, vu qu'elles pensaient dans 60% des cas qu'elles inspiraient moins de confiance aux patients qu'à un homme, alors que les patients évoquaient la même confiance dans une femme qu'un homme dans 85% des cas. En conclusion, les femmes sont encore largement minoritaires en chirurgie, même s'il existe une nette augmentation. L'augmentation du nombre de femmes n'est pas associée à une augmentation de l'égalité. Nous avons constaté une égalité du temps de travail, mais une inégalité dans le partage des tâches entre les hommes et les femmes en chirurgie. Et nous avons identifié plusieurs freins pour la progression des femmes en chirurgie, comme le manque de flexibilité des horaires, l'attitude machiste, le manque de femmes mentors et les difficultés d'adaptation de l'entourage. Nous avons constaté que les infirmières de bloc opératoire ou les patients n'avaient pas de préférence entre une femme ou un homme, malgré la figure masculine du chirurgien et les nombreuses phrases que l'on peut entendre. Il existe une nécessité de mentors et du partage d'expériences des femmes et de solutions qui soient mises en place pour les femmes en chirurgie qui ne doivent pas uniquement reposer sur l'arrangement dans les couples ni au sein de chaque service, mais qui doivent être des mesures institutionnelles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc on va commencer à discuter. Je vais vous présenter les chirurgiennes qui ont été sélectionnées pour discuter avec nous. Donc je vous présente d'abord Nicole Feyermark, qui est donc interne en chirurgie digestive, en ce moment en 8e semestre en chirurgie thoracique, et vous pourrez nous dire comment ce semestre a été intéressant justement dans la vision des femmes en chirurgie. Ensuite, nous avons Hélène Vernesson, qui est donc chirurgienne qui a une activité libérale dans le Val-de-Marne, avec qui j'ai eu la chance d'être co-interne. Olivia Sgarbura, qui est donc chirurgienne oncologue en CLCC à Montpellier, qui est aussi qui est dans le comité de communication de l'ESSO, qui pourra nous parler aussi de ça. Et puis enfin, Nawel Bakrine, qui est donc chirurgienne oncologue gynéco, spécialisée dans le traitement du cancer de l'ovaire, avancé surtout, donc à Lyon Sud. Voilà, donc on a, et puis bien sûr Sophie Chopinet, qui est à Marseille, à la Timone, PH. Et donc ça fait un panel plein de femmes chirurgiennes pour discuter. Je présente bien sûr Valérie Bridou et bien sûr David Fuchs qui vont discuter avec nous. Donc déjà, merci beaucoup pour cet état des lieux qui est extrêmement instructif. Je pense qu'on peut déjà discuter. Est-ce que la salle a des remarques ou des questions sur ce rapport ? C'est bon ? Oui, excusez-moi. Je suis Claudine Lang, je suis chirurgien beaucoup plus vieille que vous et qui a vécu cette formation peut-être encore un peu plus difficile auparavant, mais je vous remercie d'abord pour le sujet, parce que je pense que c'est un sujet important, avec la féminisation de la profession. J'avais eu envie de travailler là-dessus et je m'étais un peu heurtée à des femmes qui me disaient mais il ne faut pas qu'on nous stigmatise, il ne faut pas qu'on se groupe, faut pas... Et je suis heureuse de voir que c'est un sujet qui commence à être porteur. Et je voulais vous dire quelque chose, parce que on parle de l'auto-dévalorisation des femmes dans votre rapport, qui souvent pensent qu'on ne leur fait pas confiance. Et je voulais juste témoigner une petite anecdote où régulièrement cette question, mais est-ce que c'est bien vous qui allez m'opérer, m'est posée depuis des années. Et puis il y a quelques années maintenant, j'ai fini par dire aux patients mais enfin si vous venez me voir en consultation, c'est que c'est moi qui vous opère. Et ils me regardent en me disant mais j'espère bien parce que je voudrais pas que ce soit quelqu'un d'autre. Et cette question, est-ce que c'est bien vous qui m'opérez, parfois il ne faut pas la prendre comme vous êtes bien jeune pour m'opérer, mais c'est vous que je veux.
Voilà, je voulais le dire parce que parfois c'est nous-mêmes qui sommes en doute. Et je crois que les femmes, et je pense que c'est une qualité, on se remet peut-être un peu plus facilement en question, et c'est un atout dans notre métier d'être capable de se remettre en question. Merci beaucoup pour cette intervention qui est essentielle. Il y a quand même de la littérature médicale sur le sujet. D'ailleurs, le sujet, je vous remercie Patrick d'avoir poussé à ce qu'on organise cette session, d'avoir soutenu, et puis d'être un peu sur le devant de la scène par rapport à la parité, peu importe. Mais merci Patrick en tout cas pour ça. Par rapport à la littérature médicale, il y a des articles scientifiques de qualité avec des résultats qui montrent qu'il y a moins de complications et moins de morts lorsque des femmes médecins s'occupent des malades par rapport aux hommes. Et il y a une étude ancillaire qui n'est pas du tout faite par les mêmes équipes, des équipes américaines, qui montrent que en fait, la mortalité post-opératoire des patients opérés par des femmes est plus faible que celle opérée par des hommes. Et alors c'est assez intéressant, je pense que dans les discussions, les arguments qui viennent, c'est qu'effectivement, vous êtes plus méticuleuse. Vous êtes plus sensible, vous êtes probablement plus clinique, plus sensible aux détails que les hommes qui ont une certaine facilité à balayer ça du revers de la main. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de faire des caricatures, je pense que la vérité est probablement entre tout ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que vous avez une mortalité sur le plan médical et sur le plan chirurgical qui est plus faible que celle des hommes. Il y a peut-être aussi le fait que les femmes, enfin en ce qui me concerne, demandent plus facilement de l'aide à leurs collègues, femmes ou hommes d'ailleurs, peut-être par un ego un petit peu moins présent ou un petit peu moins encouragé au cours de leur formation. Et donc quand on se retrouve en difficulté, parce que je pense que les chirurgiens femmes ont autant de complications post-opératoires que les hommes, enfin peut-être un petit peu moins, mais j'imagine que c'est pas significatif, mais au moment où elles ont des complications qu'elles ne sont pas forcément capables de gérer seules, elles vont peut-être plus facilement appeler le réanimateur ou un collègue, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ça doit participer peut-être à ces chiffres-là. Juste sur ce sujet, justement, il y avait un très beau travail de Camille Delcros qui avait été son travail de thèse en fait sur la réaction face à une plaie des voies biliaires et qui avait constaté en fait que quand il s'agissait d'une chirurgienne, elles appelaient beaucoup plus facilement à l'aide qu'un collègue que quand c'était un chirurgien. Éric Vibert. Oui. D'abord, merci pour cette session. Alors, ce qui est intéressant, c'est le public. Je trouve qu'on n'est pas très nombreux et qu'il y a un ratio homme-femme qui est un peu particulier quand même. Donc voilà, première chose, c'est un peu inquiétant. Mais heureusement que cette session est organisée. Merci encore à Patrick de pousser ça. Le point important, c'est non seulement, je pense que vous avez un rapport au doute qui est différent de celui des hommes, et je pense que ça impacte positivement aussi les hommes. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de travailler avec deux femmes formidables, Orina Celcio, Gabriela Pito, qui, exactement comme tu le dis, si jamais il y a une discussion, elles appellent, etc. Et ça impacte le comportement masculin, qui lui aussi se dit, en fait, elle a appelé, elle a bien fait. Donc, je pense que ça permet on peut se potentialiser les uns les autres. Le truc, c'est qu'il ne faut pas... les hommes et les femmes sont différents, indiscutablement, et il faut qu'on tire le meilleur de chacun. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est en se complétant, en fait. Déjà, bravo pour le travail qui a été effectué. Je pense que c'est un travail qui est complexe parce qu'il est vraiment situé à l'intersection entre de la sociologie et de la médecine et que ça a dû demander pas mal de travail et de prise de connaissance de la littérature en sociologie. Donc, bravo. J'ai eu la chance d'accueillir une Master 2 de sociologie dans le service où j'exerce qui confirme à peu de choses près en fait, les conclusions qui sont les vôtres dans ce Master 2. Et en fait, je pense qu'il faut aussi faire quelques pas en arrière et se dire que les logiques de genre qui sont en fait à l'œuvre en chirurgie et en médecine, ce sont des logiques de genre qui sont à l'œuvre dans la société. Et en fait, elles s'exercent négativement sur les femmes, mais elles s'exercent également négativement sur les hommes. Quand on parle par exemple des hommes qui ont un peu plus de difficultés lors par exemple d'une complication chirurgicale ou lors d'une difficulté au bloc opératoire, qui ont plus de difficultés à demander de l'aide,
en fait, on peut aussi imaginer qu'ils ont plus de difficultés parce qu'il y a une pression qui est également exercée sur eux et qui les empêche en fait de demander de l'aide parce qu'ils ont en fait cette pression qui pèse sur leurs épaules et qui leur demande d'être forts, d'être infaillibles, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tous les intérêts du monde à embarquer avec nous le plus d'hommes possible en fait dans ce long chemin qui nous reste à faire, parce qu'en fait collectivement les hommes, les femmes que nous sommes en chirurgie, on a tous autant à gagner à laisser davantage de place et à diminuer, en tout cas à lutter contre ce système en fait d'oppression, qui est un système d'oppression sociologique en fait, qui pèse en fait sur les femmes. Donc il y a vraiment un bénéfice commun. Au-delà de ça, je pense que ce n'est pas seulement la médecine ou seulement la chirurgie qui va à elle seule modifier ces logiques de genre qui sont à l'œuvre. C'est quelque chose qui relève plutôt d'un mouvement social et sociétal. Toutefois, il y a des contre-mesures qui sont par exemple des contre-mesures qui sont utilisées pour les minorités au Canada, enfin en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, des contre-mesures qui peuvent être mises en œuvre par les institutions et qui permettent en fait de contrebalancer un peu ces inéquités de traitement qui peuvent exister entre les femmes et les hommes, et je pense notamment aux évolutions dans les carrières. Oui, je voulais remercier à mon tour à Sophie Chopinet pour ce beau travail et ainsi qu'à Eric Wiber et à Noël Backlin de nous avoir sorti un peu de la comparaison homme-femme et de la compétition, parce qu'effectivement, je vous rejoins, ce n'est pas du tout une compétition, c'est une complémentarité et je pense que c'est une carte qui est importante à jouer. On a tous à gagner en collaborant les uns avec les autres. Pour autant, l'intérêt aussi de ce type de session où on parle des femmes en chirurgie est lié au fait qu'on a besoin du modèle de mentor en chirurgie qui a été d'ailleurs évoqué, je crois, c'était 35% des répondants qui ont dit qu'il y a une absence vraiment de la femme mentor, la femme qui aide à avoir une meilleure vision sur la carrière en tant que chirurgienne et à avoir aussi une vision en termes de potentiel de leadership. Et donc je pense que maintenant qu'on a de plus en plus des internes femmes, c'est mon vécu et les choses se passent plus naturellement aussi au bloc opératoire. Je crois que c'est notre rôle aussi à partager avec nos internes, mais aussi avec nos consoeurs, les solutions pour prendre plus la parole, pour prendre plus notre place et pour être plus présente au niveau du leadership en chirurgie. Il y a un livre très intéressant que j'ai lu qui ne vient pas du tout du métier, c'est Sheryl Sandberg, c'est la vice-présidente de Facebook qui a fait plusieurs livres pour les femmes. Le premier, ça s'appelle Lean In, en français ça a été traduit en Avant Toutes. Et je pense qu'une des choses les plus importantes que j'ai appris de ce livre, c'est tout simple. Elle disait, à chaque fois qu'on faisait des réunions, les jeunes femmes venaient dans la salle, n'étaient jamais assises à table. Et donc elle dit, prenez place à la table. Et je pense que depuis, je l'applique dans ma vie de tous les jours, dans la mesure bien sûr de mes compétences, sans les dépasser. Et je pense que c'est une des choses très importantes et c'est une des choses qu'on doit passer plus loin. Nicole. En effet, je pense que cette vision des femmes mentors est très très importante. Je pense que évidemment les premières femmes qui se sont lancées en chirurgie, c'était de réelles pionnières et elles ont fait face à énormément d'obstacles qui existent encore aujourd'hui, mais évidemment sont en cours d'amélioration. Mais je pense que cette vision du mentor, elle est surtout très très importante avant l'internat et surtout quand on est externe, parce que c'est à ce moment-là que la sélection, elle va se faire. Moi, quand on me demande comment j'ai vécu mon internat en tant que femme, au total, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Mais je pense que les femmes qui choisissent chirurgie aujourd'hui, c'est des femmes qui sont socialement armées, c'est des femmes qui ont été encouragées de par leur éducation, de par leur environnement familial, sociétal. Et c'est des femmes qui ont des attributs qu'on qualifie de masculins, qui ont une forte personnalité, qui ont un fort caractère, qui ont du répondant. C'est à la fois quelque chose qu'on demande un petit peu des femmes pour survivre dans ce métier et pour aussi être plus crédibles, de savoir répondre.
parce qu'au final, des commentaires sexistes et machistes, on en a tout entendu, et pour survivre quelque part et pour s'imposer, il faut savoir y répondre, mais c'est aussi quelque chose qui est réprimandé, à la fois de la part de nos patrons, qui peuvent nous reprocher d'avoir ce répondant, mais qui sont les premiers à faire des commentaires choquants, et c'est aussi un petit peu réprimandé par les personnes avec lesquelles on travaille. Je pense que dans l'environnement de l'hôpital, que ce soit le secteur médical ou paramédical, une femme qui a un très fort caractère va être moins bien vue que son confrère masculin. Et quand je pensais à mes collègues internes, je pense je me retrouve un petit peu dans toutes ces femmes. On est toutes des femmes fortes. Par contre, pour moi, la réelle différence, elle se fait au niveau de l'externat. Je veux dire, on a tous connu des collègues externes qui ont entendu des choses choquantes et qui est la raison pour laquelle ces gens-là n'ont pas fait chirurgie. Et pour moi, c'est aujourd'hui le rôle des femmes chirurgiens, c'est vraiment de montrer à ces jeunes qu'on peut être une femme chirurgien, on peut être épanouie, on peut être féminine, que c'est pas une bataille constante. Et que c'est vraiment dans le niveau dans le modèle d'apprentissage et d'encadrement que ces choses-là se jouent. Le fait que tu sois en chirurgie thoracique, là, est-ce que tu vois une différence ou pas? Je pense qu'en chirurgie digestive, on a des rapports qui sont très particuliers. Et parfois, on se sert de ça pour justifier des attitudes machistes ou sexistes en disant « mais c'est tellement dur ». Enfin voilà, on essaye d'utiliser la difficulté du métier pour justifier certaines attitudes envers les autres, envers les femmes notamment. Et actuellement, je suis en stage de chirurgie thoracique à Thonon. J'ai un chef de service qui est extrêmement féministe, chose que je n'avais jamais vue auparavant. Et dans son service, je veux dire, il y a... Enfin, bien sûr, non, mais je veux dire, à ce point, non, mais je veux dire qu'il instaure... Le chef de service. Ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment instauré une attitude de service et il réprimande vraiment toute forme de débordement qu'il puisse y avoir, au point où on pourrait presque dire que c'est pas il y a des gens qui vont dire ah là là, on ne peut plus plaisanter, mais en fait, c'est pas ça, c'est vraiment... il va agir vraiment sur tous les niveaux. Il n'y a aucun dépassement possible. Il instaure une ambiance extrêmement diplomatique, extrêmement carrée. Et ça va même aller jusqu'à aller vérifier et corriger et changer les schémas, par exemple, qui puissent exister dans, par exemple, des petits livrets d'information pour les patients. En fait, on les a regardés. Il y avait un livret sur la RAC pour les patients. Et le schéma qui concernait la douche bétadinée, c'était un schéma d'une femme un peu sensualisée. Et il a dit, mais ça, en fait, c'est inacceptable. Et c'est tous ces petits détails, en fait, qui vont faire que on est très... de vraiment faire attention à chaque petit détail qui peut aller jusqu'à ce genre de petites choses qui, dans l'esprit de certaines personnes, peuvent ne pas avoir d'importance, alors que ça a une importance, parce que le patient voit ce schéma, toutes les personnes à l'hôpital voient ce schéma, voilà, donc c'est très important. Et quand le programme de l'AFC est sorti, moi j'ai reçu plein de messages et beaucoup de femmes qui me disaient comment tu peux participer à un topo dont l'intitulé est « La place de la femme en chirurgie ». Cette place n'est plus à discuter. Ça sert à quoi d'avoir ce débat? Je pense que le topo du docteur Chopinet nous a bien démontré à quel point c'était important. Et avoir un patron qui met à l'honneur en fait cette inégalité et qui donne une importance à ce débat, c'est très très important aujourd'hui. Et ça se ressent vraiment dans le service. L'autre commentaire que j'ai beaucoup eu avant d'arriver ici, c'est de toute façon, si on ne sait pas rire à ces blagues-là, on ne pourra pas être un bon chirurgien. Parce que être chirurgien, c'est savoir prendre de la hauteur, c'est savoir se distancer de tout ça. Si on ne sait pas rire à ces blagues machistes, si on prend trop personnellement tous les commentaires environnants, on ne sera pas un bon chirurgien. Et ça, vraiment, je l'ai entendu tellement de fois. Et c'est sûr que la limite entre folklore carabin et harcèlement sexuel ou commentaires inappropriés, cette limite, elle est extrêmement floue. Et actuellement, dans mon stage, j'ai l'impression que juste pour qu'il n'y ait pas de doute et pas de flou, il n'y a aucun folklore, il n'y a pas d'humour permis à ce sujet.
Tout le monde le sait, tout le monde le comprend, et c'est très très clair pour les équipes. Et c'est un environnement de travail qui est juste, voilà, qui c'est peut-être un peu moins. Enfin, les gens disent peut-être que c'est moins familial, mais au moins il n'y a aucun doute et il n'y a pas de place au doute. Merci beaucoup, Nicole, pour ce commentaire. Il y a une question dans la salle, je vous en prie. Bonjour, merci pour cette présentation qui est vraiment très, très instructive. Alors, moi je voulais juste attirer l'attention sur la maternité et les grossesses pendant la vie d'une femme chirurgien. Pour l'avoir vécu, je trouve que c'est vraiment la situation qui est la plus difficile à gérer, en dehors de tout ce que vous avez, raconté sur le doute, le travail en équipe, etc. Je vais donner mon expérience personnelle. Par exemple, j'ai eu une grossesse au cours de mon internat. Bon, après, il y a des stages qui sont plus ou moins non validés en fonction des semaines. Voilà, c'est très compliqué parce que pour valider les stages, il faut essayer avec son horloge biologique, de prévoir une grossesse pour valider les stages. Si le stage n'est pas validé, ça redécale pour le poste de chef, ça redécale pour les choix. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très compliqué et on n'est pas accompagné pour ça. Donc là, les institutions ne nous accompagnent pas. On découvre ça pendant l'internat. Et comme on le sait, on fait des grossesses tardivement, étant donné qu'on fait des études qui sont longues, etc. Donc, et que c'est très difficile de prévoir une grossesse. Et puis quand ça vient, ça vient. Donc on ne peut pas prévoir de date à l'avance. Et l'autre chose, c'est par exemple la garde des enfants. Enfin, moi, quand j'étais enceinte pendant mon internat, il a fallu trouver un mode de garde. Il y a des crèches à la PHP. J'étais interne à la PHP. Et j'ai dû appeler le siège, toutes les crèches. On m'a dit, vous n'aurez pas de place en crèche parce que vous êtes interne. Moi, j'ai trouvé ça choquant. On fait des horaires qui ne sont pas flexibles et on n'est pas prioritaire pour les places en crèche. Je trouve ça absolument injuste. Et ensuite, alors, toujours mon expérience personnelle, la crèche municipale, c'est très compliqué d'avoir des places, comme vous en doutez. Et donc, on va se rabattre sur la nounou, soit à domicile, soit en garde partagée, soit l'assistante maternelle. Et à Paris, par exemple, c'est 1 200 € avec même pas mes horaires, c'est-à-dire c'est avec les horaires du conjoint qui fait déjà des horaires à rallonge. Et le salaire d'un interne, comme vous le savez, surtout en début d'internat en milieu, enfin, c'est dérisoire par rapport à la vie parisienne et au mode de garde. Donc je trouve que vraiment, c'est la maternité, la gestion de la vie de famille, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé par les institutions, on n'est pas accompagné, alors qu'on est quand même important au sein d'un hôpital en tant qu'interne, en tant que chef. Et je trouve que vraiment, sur ce point-là, il faudrait faire quelque chose. Oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Moi, je rejoins ce que vous dites. Moi, j'ai eu mon premier enfant en première année de clinica. Et je suis effectivement allée solliciter la crèche de l'hôpital. J'étais chef de clinique à la Pitié-Salpêtrière. Et on m'a répondu que j'aurais pas de place en crèche parce que j'étais médecin. Et que donc il n'y avait pas de place pour les enfants des médecins, que c'était réservé aux infirmières et aux paramédicales. Et les bras m'en sont tombés et on m'a bien fait comprendre que de toute façon, avec mon niveau de revenu, j'aurais aucune difficulté pour faire garder mon enfant. Voilà, ça j'ai trouvé ça quand même très dur. Et comme vous dites, comme tu dis, la place des médecins, des internes, des chefs n'est plus à prouver au sein de l'hôpital public. Je te félicite vraiment pour ton topo. J'ai appris énormément de choses et je suis très étonnée. Moi, j'ai 40 ans, j'ai passé l'internat en 2005. J'avais vraiment l'impression que les choses avaient avancé, qu'on était beaucoup plus nombreuses en chirurgie, et en fait, pas du tout. Et quand j'ai été invitée par David et Valérie à cette session, et je vous remercie pour votre invitation parce que c'est valorisant et puis c'est intéressant et puis c'est sympa. Je me suis dit, on a discuté au téléphone un petit peu et puis je me suis dit, moi depuis mon externat, ça a dû énormément évoluer. Moi je suis plus à l'assistance publique depuis 6 ans, je me suis installée en libéral en 2015 et quand j'étais externe, en DCEM2, je me destinais absolument pas à la chirurgie. J'ai fait mon premier stage de chirurgie obligatoire en DCEM2, j'étais à Paris 6, stage de chirurgie digestive, coup de foudre pour la spécialité, mon premier bloc, je pensais que j'allais tomber dans les pommes et en fait j'ai trouvé ça formidable. À partir de ce moment-là, j'ai voulu faire ce métier
Et effectivement, jusqu'au passage du concours de l'internat, j'ai entendu plusieurs fois, ah mais tu veux faire de la chirurgie digestive, oh là là, mais vraiment des espèces de clichés, t'auras pas de mari, t'auras pas d'enfant, tu vivras toute seule avec ton chat, enfin, mais c'est véridique, hein, c'est pas caricature, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Au début, je me suis dit mais non, je vais y arriver, il y avait quand même dans mon service, il y avait que des internes hommes et deux chefs de clinique femmes, 4 hommes. Et c'était des chefs qui étaient effectivement très durs, quoi. C'était des femmes qui étaient seules, qui n'avaient pas d'enfants, qui arrivaient plus tôt le matin que les hommes, qui repartaient plus tard le soir, qui étaient hyper difficiles d'accès, qui n'étaient pas méchantes, mais qui étaient vraiment... j'avais plus peur d'aller leur parler à elles qu'aux hommes. Et donc je me suis découragée, et puis j'ai fait anesthésie réa. J'ai eu un rang... très correct à l'internat qui me permettait de choisir ce que je voulais, où je voulais. Et j'ai fait anesthésie réa à Paris parce que j'aimais bien la réanimation aussi, en me disant la chirurgie c'est trop difficile. Et puis j'ai fait un droit au remords parce que évidemment c'était pas possible de faire quelque chose qui ne me correspondait pas complètement. Je n'ai jamais regretté. Et puis j'ai eu une formation qui a été évidemment difficile en chirurgie digestive, mais c'est difficile pour tout le monde. Et quand j'ai discuté avec toi au téléphone, Valérie, tu m'as dit que les externes se posaient encore aujourd'hui les mêmes questions et qu'on venait vous voir à l'hôpital en disant mais alors ça va la chirurgie pour une femme, est-ce qu'on peut avoir une famille, est-ce qu'on peut avoir une vie privée? Et je me disais mais c'est incroyable parce que moi ces questions-là elles remontent à 2003, ça fait 18 ans et j'aurais imaginé que les choses avaient changé, elles ont forcément changé, elles ont forcément évolué. Il y a quand même plus de femmes qui sont hospitalo-universitaires, mais c'est très lent. C'est très lent. Et moi, installée en libéral, ça se passe très bien. J'ai intégré une équipe d'hommes. J'ai intégré en 2015 une association de chirurgiens digestifs qui n'étaient que des hommes, de plus de 55 ans à l'époque, et qui cherchaient à recruter une femme jeune. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu un deuxième enfant depuis mon installation libérale. Alors ça n'a pas été simple non plus parce que quand vous êtes médecin libéral, vous tombez enceinte, en gros vous vous débrouillez financièrement. Donc il y a quand même des aides pendant le congé maternité pour les femmes en libéral depuis 2016 je crois, mais qui sont assez dérisoires. C'est extrêmement flou comme système. Il faut vraiment aller à la pêche aux informations pour obtenir... ces espèces d'allocations maternité. Heureusement, j'ai un conjoint qui a pu me soutenir financièrement, qui n'est pas du tout médecin, mais qui a pu me soutenir financièrement. Mais ça reste difficile aussi, la maternité. Et puis, pour terminer, les réflexions sexistes, ouais, c'est vraiment un truc... Alors, il faut être armé, il faut avoir du répondant. Souvent, on en a, effectivement, dans cette spécialité. Mais moi, je me suis entendue dire... Alors, on n'est pas venu me le dire directement, mais je l'ai entendu, et femme chirurgien, pas vraiment femme, pas vraiment chirurgien. Donc effectivement, voilà, ça fait sourire, mais c'est quand même un sourire très très amer. Deux, trois points très rapides par rapport à ce qui vient d'être discuté. Donc, d'un côté, le problème de maternité, c'est très important pour encourager les jeunes justement à approcher cette spécialité. Je pense qu'il faut résoudre ce problème, surtout qu'il y a beaucoup d'articles qui viennent des États-Unis qui rapportent de taux d'infertilité chez les femmes chirurgiens beaucoup plus élevés, justement par rapport au fait qu'on a toujours tendance à décaler les projets de grossesse jusqu'à l'âge où il n'y a plus de soucis d'internat, de clinica, etc. Et deuxième chose, encore une fois, pour voir quand même qu'il y a peut-être potentiellement une différence entre 2003 et aujourd'hui. C'était l'époque où on a fait l'internat, le clinica, où il y avait beaucoup moins de femmes chirurgiens. Donc, pareil, en littérature anglo-saxonne, on traite ça du syndrome de la reine des abeilles. La femme qui a réussi par ses propres moyens, qui s'est beaucoup battue, mais qui a l'habitude d'être seule. Donc, du coup, elle protège peut-être pas les autres femmes, elle les aide pas. Donc, je pense que là-dessus, au moins, j'espère que là-dessus, au moins, on constate un progrès aujourd'hui. Oui, je pense que ça change quand même. Et moi, je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Hélène, c'est qu'effectivement, les externes se posent encore la question.
Et je pense vraiment que les femmes qui travaillent dans les centres hospitalo-universitaires ont vraiment un rôle à jouer pour que plus jamais cette question ne se pose, en fait. Enfin voilà, moi j'encourage toutes les externes qui veulent faire chirurgie, que ce soit de la chirurgie digestive ou pas, mais il faut vraiment que... mon rêve, c'est que plus jamais les jeunes femmes se posent la question de faire ce métier, quoi. Enfin, en tout cas, pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Je crois qu'il y a plusieurs questions dans la salle. Il y a le professeur Matonnet et le professeur Saïdou. On va commencer par le professeur Matonnet, qui avait demandé tout à l'heure. Oui, non, c'est simplement une réflexion. Premièrement, donc merci d'avoir organisé cette session. J'ai été contente d'entendre, dans cette salle, il y a beaucoup plus de femmes, certes. Il y a juste David Fuchs qui est parti, et merci Eric d'avoir pris la parole. Tu as été quasi le seul homme à prendre la parole sur ce sujet-là. Donc je t'en remercie. Je crois que d'autres auraient pu prendre cette parole également. Pardon. Oui, bien sûr, mais on arrive au bout. Merci. Je vois que les premiers rangs masculins commencent à réagir, ça me plaît. Non, mais pour une fois, les hommes sont intimidés. Donc il y a un mot qui m'a choqué au début, c'est le mot combat. Je crois qu'on peut le supprimer, il n'y a pas de combat. La deuxième chose que vous avez démontré dans votre étude, et je vous en remercie parce que ça a été très bien mené et très bien exposé, Sophie. La deuxième chose, c'est que les patients, finalement, ce n'est pas le problème des patients, que ce soit un homme ou une femme. Le problème homme-femme vient de nous, pas d'autre chose. Et si l'on va plus loin, vous avez évoqué éventuellement des solutions, et je mets le mot entre guillemets, qui seraient institutionnels, et tous les débats qui ont eu lieu là sur la maternité, etc., ce sont des problèmes qui ne sont pas spécifiques aux femmes chirurgiennes, mais ça concerne la totalité du corps médical à l'hôpital. Donc qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution, comme action institutionnelle, non pas en direction que des femmes chirurgiennes, mais simplement des femmes médecins au sein de nos institutions? Je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin dans nos réflexions et ne pas rester simplement sur la femme chirurgienne. Et juste la dernière réflexion, et vous l'avez bien montré, c'est un problème je dis problème, ce n'est pas un problème, mais en tout cas, il y a sûrement une question sur le mentoring. Et en effet, on a tendance plutôt à promouvoir ceux qui nous ressemblent, et donc les hommes promeuvent les hommes, c'est normal, et les femmes, les femmes. Je vous remercie. Merci pour ces commentaires. C'est vrai que moi, ce que j'ai constaté à travers aussi tous vos témoignages, c'est que finalement, que ce soit les problèmes de grossesse, c'est vraiment des arrangements qui sont faits au sein des couples ou des arrangements avec certains collègues du service, et ça ne devrait plus être le cas en fait. Pour faciliter que ce soit la grossesse, la garde des enfants, il faut que les choses soient facilitées, parce que si elles sont facilitées, finalement, il n'y aura plus de problème à prendre une femme plutôt qu'un homme dans un service, si de toute façon tout est fait pour que ce soit facile pour elle à côté, et c'est des choses qui finalement sont faites dans d'autres pays ou dans d'autres métiers qui sont parfois faits, et je pense que ces choses-là, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et que ça faciliterait les femmes qu'elles n'aient pas systématiquement s'arranger avec le conjoint, avec une garde, avec les parents, et que tout soit mis en place pour que ça se passe bien. Ça, je pense que c'est des mesures qui sont importantes à mettre en place, et on est très loin encore de ça dans le quotidien. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, en tout cas, depuis ces dernières années. Pour rebondir sur votre question, je dirais qu'en fait, il faut sortir des logiques individuelles. Le principe qui consiste à mettre sur les épaules de l'individu la totalité de la responsabilité d'un parcours ou d'une situation permet en fait de masquer un problème social ou un problème plus global. Et globalement, je pense que la seule façon d'en sortir, c'est, comme c'est le cas actuellement dans pas mal de centres hospitaliers et de centres hospitaliers universitaires, de monter des associations qui sont des associations mixtes qui vont porter une parole. Et qui vont porter une parole auprès de l'institution pour commencer, de façon à mettre en œuvre des contre-mesures. Je pense qu'il faut sortir de cette logique individuelle. On a tous tendance à vouloir chercher dans l'immédiat des solutions qui vont être là pour résoudre un problème aigu, immédiat, mais qui ne résolvent pas une problématique plus globale. Et donc il faut se regrouper en association, réfléchir ensemble, essayer de porter des solutions qui vont être au bénéfice de l'ensemble de la communauté médicale des centres hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés.
Donc il faut se regrouper. Merci. Madame Saïdou, je vais vous laisser la parole. Je vous remercie. Sincèrement, j'ai été beaucoup surprise sur les résultats de votre enquête. Et moi, venant dans un pays africain, un pays à forte connotation musulmane, religieux conservateur, je suis vraiment tentée de refaire ce travail dans mon milieu médical, parce que c'est vrai que je ne le sens pas autour de moi, mais je suis quand même tentée d'avoir des réponses à ces genres de questions. Pourquoi? Parce que moi, la particularité, c'est que je suis la première femme à me lancer dans cette voie de chirurgie au Niger. Et depuis moi, donc, il y a eu plusieurs, on est 6 aujourd'hui au Niger à faire la chirurgie, chirurgie digestive, chirurgie orthopédique, neurochirurgie. C'est très bien, mais j'aimerais vraiment reproduire cela. Pourquoi? Parce que les choses sont un peu plus difficiles chez nous, parce que cette carapace, nous l'avons, nous nous défendons tout le temps. Mais parfois, quand on se pose la question, quand on regarde calmement, on se dit que nous nous braquons tout seuls. Parce que, sincèrement, plus de 90% de la population est analphabète. Mais moi, sincèrement, quand je suis en face d'un patient, je ne sens pas cette méfiance. C'est vous qui allez m'opérer. Au contraire, les gens, même en venant, quand je m'absente, il y a ceux qui disent « je préfère attendre que vous reveniez ». Alors que je suis la seule femme chirurgienne dans l'hôpital où je suis. Donc moi, je pense plutôt à un problème avec mes collègues. Mais là, la manière que je me suis retrouvée de me protéger, c'est, étant chef de service aussi, c'est le partage, la communication. Je fais impliquer tout le monde dans les décisions et ça finit par se passer très bien. Mais je suis vraiment tentée de reproduire ce travail chez moi et j'espère que je ne serai pas trop aussi étonnée des résultats. Sinon, ça a été quand même très difficile. Moi, mon premier choix, certes, il est loin de la chirurgie, c'était la pédiatrie. J'étais en stage en externe. Il y a le pédiatre qui me regarde, qui m'a dit que c'est difficile. Bon, étant mon chef, je ne peux pas lui dire, mais pourquoi vous y êtes arrivé? Je ne peux pas le lui dire, mais ça m'a quand même choqué. Mais au contraire, quand je suis arrivée dans le service de chirurgie digestive, c'est là où toutes les choses se sont dénouées. J'ai été mise à l'aise, j'ai été vraiment... en fait, mon chef m'a vraiment démontré que pourquoi pas, c'est possible. Parce que j'étais beaucoup trop intéressée à travailler avec mes mains. Et vraiment, c'est là où j'ai été, où il y a eu le déclic, où je me suis dit, et il y a aussi, comme vous l'avez dit, je pense que quelqu'un avait parlé de ça, il y a aussi une question d'éducation. Je pense que moi, j'ai été éduquée dans ce sens. Mon père n'a jamais fait de différence entre les garçons et les filles dans la maison. J'aurais bien voulu savoir qu'il soit là pour qu'il sache que j'ai choisi la chirurgie. Malheureusement, il n'est pas là. Mais je pense que ça vient de là. Et j'ai toujours, moi, dans ma vie, j'ai toujours vécu ce qu'un homme fait, pourquoi pas la femme. Je suis toujours tentée d'aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc, merci vraiment au comité d'avoir organisé, d'avoir mis ce thème au congrès. Et moi, en tout cas, c'est avec plaisir que je participe. Et merci encore de m'avoir invité à ce congrès. Merci. Merci à vous, puis on espère que vous nous rapporterez les résultats de votre étude de l'an prochain. Laura Beyer, oui. qui est PUPH à Marseille. Donc déjà bravo effectivement pour cette initiative de session, je pense, qui est hautement importante. Et je félicite également Sophie, même si je suis arrivée en fin de présentation, parce que je sais que ça a été un travail très complet et qui est extrêmement utile, parce qu'effectivement on peut être surpris quand même des résultats. Je souscris totalement aux problèmes de crèches qui ne sont absolument pas pourvus. Donc il y a 2 places de médecins, nous, sur tout un hôpital où il y a 60 places
pour les paramédicaux et seulement 2 pour les médecins, et on nous explique effectivement qu'on a largement les moyens de faire autrement, et quand on est interne ou jeune chef, c'est pas si simple en fait de faire autrement. Donc ça effectivement c'est quelque chose je pense qui est totalement universel, c'est pas une anecdote d'une nana qui a pas eu de chance, hein, c'est l'ensemble des femmes chirurgiens qui ont été mamans, je pense qu'ils pourront témoigner dans ce sens-là, sauf exception. Le premier point, on a été co-externe avec Hélène, enfin on est un petit peu plus que ça, mais j'ai vécu exactement la même chose qu'elle au même moment, et moi j'ai pris gynéco quand elle a choisi, on était toutes les deux dans l'amphi de garnison à choisir, on s'est dit je prends anesthésie, moi gynéco, et puis on verra bien, et puis on est là toutes les deux aujourd'hui. Donc comme quoi effectivement quand on croit en quelque chose, il faut suivre sa trajectoire, et c'est tout, il faut savoir aussi se dire si ça me convient pas, j'irai nourrir des chefs dans le Larzac, ouvrir une baraque à frites, c'est pas grave, mais je vais pas choisir une spécialité dans la médecine, c'est suffisamment dur et impliquant. Je pense que c'est ça le message qu'il faut dire aux jeunes, que la médecine de toute façon, ça prend du temps, et que donc, quelle que soit la spécialité, c'est un peu dommage du coup, c'est tellement impliquant qu'il faut peut-être choisir vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est un message, je pense, qui est important. Et donc, je voulais rebondir sur la question des jeunes. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit, je peux me tromper, mais je pense justement les choses ont beaucoup changé, mais elles ont changé peut-être pas dans le sens où on le pense, c'est-à-dire que oui, les femmes se posent toujours la question, mais les hommes se posent beaucoup la question de la difficulté de la chirurgie digestive. Et donc les questions qu'on avait des étudiants et des jeunes internes sur notre spécialité de chirurgie digestive, aujourd'hui on a de plus en plus de jeunes hommes qui se posent la même question, et on a eu avec Pauline du Conseil il y a 1 mois et demi un grand gaillard d'1m95 avec une grosse barbe qui a fondu en larmes dans notre bureau en nous disant que ce travail était trop dur. Donc je pense qu'il faut vraiment se remettre en question et de se dire que c'est plus justement juste un problème genré, ce problème de la difficulté de ce travail, de se dire qu'il faut être armé, etc. On parlait tout à l'heure, Nicole je crois parlait des caractéristiques masculines. Je pense qu'il faut en finir avec les caractéristiques masculines et féminines, ce sont des traits de caractère. Ils ne sont pas plus présents chez les hommes ou chez les femmes. Il y a des femmes qui ont du répondant, il y a des hommes qui assument leur fragilité, et c'est très bien comme ça. Et il ne faut pas se dire c'est un trait de caractère féminin ou masculin. Enfin, moi personnellement, j'en ai un petit peu assez d'entendre et c'est pas du tout contre ce que tu as dit tout à l'heure, mais je veux dire, j'ai senti en fait dans la façon dont tu le disais que toi aussi c'était pas forcément la façon dont tu aurais aimé le définir. Mais donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais rebondir. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est la question du piège de la parité. Quand on a envie, quand on est reçu à quelque chose, à un examen, ou qu'on est nommé quelque part, on a envie que ce soit pour nos compétences et pas pour un quota. Et quand on est une femme, c'est un piège permanent parce qu'on ne saura jamais, en fait, si c'est uniquement pour nos compétences ou si c'est pour correspondre à un quota. Et ça, c'est un vrai problème de la parité aujourd'hui. Je pense qu'il faut de toute façon employer des mesures puisque les choses ne se font pas naturellement, mais c'est une vraie question quand même de savoir comment le faire et comment le gérer, parce que pour nous, c'est un piège. De la même manière, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais sur les minorités sociales, c'est vraiment un souci. Ouais. Et le dernier point, et j'en finirai là, c'est sur la maternité. Je voulais juste faire un tout petit commentaire par rapport au fait que, oui, c'est dur, les places en crèche, etc., mais il y a un autre problème qui, quand on fait les enfants un petit peu plus tard, se pose, quel que soit le moment où on va le faire, c'est qu'il y a un moment où on est absent de notre service. Et ça, personne ne vous rend ce moment où en fait vos collègues et vos collaborateurs savent qu'il y a un moment où vous avez été absente et donc ils ont pu compter sur ceux qui étaient là. Et ça, ce retour de congé maternité, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une session à part entière, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et qui demande extrêmement de pugnacité pour remonter son activité. C'est pas si simple, même quand on est au sein d'une équipe bienveillante. Il y a des médecins de ville, il y a des gastro-entérologues de l'hôpital, il y a d'autres correspondants pour lesquels vous n'avez pas été là. Et il y a des patients aussi pour lesquels vous n'avez pas été là pendant une durée donnée. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite vraiment de se battre pour remonter, pour revenir un petit peu dans le jeu et montrer qu'on est aussi présent et que c'est pas parce qu'on a été absent pendant 3 mois qu'on n'est pas aussi impliqué que ses collègues. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci Laura. Juste un mot pour répondre aux 2 interrogations que vous avez évoquées à l'instant. Concernant l'absence liée au congé maternité, moi il me semble qu'à nouveau c'est des logiques de genre qui sont là à l'œuvre parce que mettons la même pensée péjorative sur une mobilité d'1 an qui est faite par un PUPH. Je pense pas. Et c'est vrai qu'on focalise en permanence sur ces 3 mois d'absence. Pourquoi ne focalise-t-on pas autant sur l'absence d'un futur professeur qui part 1 an, voire 2 ans en mobilité?
Ça, c'est la première question. Ensuite, sur l'histoire des quotas, je pense qu'il y a un véritable aspect culturel. C'est vrai qu'en France, en Europe, en tout cas, on n'est pas vraiment pour les quotas. Les cultures anglo-saxonnes le sont davantage. Toutefois, en termes de mérite, je pense qu'effectivement, on peut toujours se poser la question du mérite quand on a été sélectionné grâce à un quota. Mais il ne faut pas oublier que ces gens qui sont sélectionnés grâce à un quota, que ce soit pour une question de genre ou pour une question de minorité, visible ou autre, c'est aussi des gens qui ont des handicaps. Et ces handicaps-là ne sont pas visibles. Et donc, c'est comme si vous demandiez à 10 personnes de nager, et il y en a 2 ou 3 qui vous allez mettre un boulet au pied. Et bien, ces 2 ou 3 qui vous allez mettre un boulet au pied, vous allez simplement leur faire une distance plus courte. Donc, je ne dis pas que tous les quotas sont acceptables, mais je dis que c'est une véritable question et que c'est un outil, ou en tout cas un levier dont il ne faut pas se priver dans les réflexions qu'on a à mener. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs Pruvot, puis après plusieurs Meurette qui voulait poser une question. Monsieur Pruvot. Merci, François-René Pruvot, PUPH au CHU de Lille et par ailleurs président de la conférence des présidents de CME de CHU. En 1961, André Malraux rend hommage aux femmes résistantes. Et elles sont sur le parvis de la cathédrale de Chartres. Et il les regarde et il leur dit « Vous ne vous voyez pas comme je vous vois, mais vous êtes impressionnantes. » Je voulais vous dire que c'est cette évocation que je viens d'avoir avec vous 7 sur le plateau. C'est une des premières fois que ça se fait et vous êtes impressionnantes. Voilà, c'était une petite remarque presque sentimentale. Je veux revenir sur 2 notions. Alors, Muriel Matonnet et puis Véronique. Muriel, c'est celle dont j'ai parlé hier dans mon discours qui a dit « Je ne veux pas qu'on me promeuve parce que je suis une femme et parce que je suis compétente. » Ok. Elle l'a dit avec une force et une violence en 2017 à Lyon qui était tout à fait un souvenir. C'est vrai, et en même temps, je maintiens que, et elle a dit pas de combat, si, pendant quelques années encore, il faut un combat. Pourquoi ? Parce que, et votre conclusion est excellente, Madame Chopinet, le couple, le service et les mesures institutionnelles. Vous avez bien segmenté les champs dans lesquels il faut agir. Le couple, c'est pas nous, modestement, ce sont des données, vos échanges ont été magnifiques, d'éclairage anthropologique et sociologique, et voilà. Seulement, il faut apporter la contribution à ce changement anthropologique. Alors, je pense qu'il faut, pendant quelques années encore, à compétences égales, pousser de manière non pas artificielle, mais volontariste, à ce que les femmes prennent des postes de responsabilité et, comme vous l'avez dit, de mentorship. C'est le seul moyen de rendre réel ce qui pour nous déjà dans notre cerveau est une évidence. Il n'y a aucune différence médicale et scientifique entre hommes et femmes en médecine et en chirurgie aussi. Les femmes se fatiguent plus vite, les femmes n'ont pas assez de force, les femmes n'ont pas une représentation spatio-temporelle comme les hommes. C'est de la foutaise, c'est terminé ça. C'est un non-problème, comme l'avait dit Laurent Chiche. Donc pendant quelques années encore, vous allez devoir accepter d'être un peu la génération des militantes qui vont définitivement faire basculer les choses pour qu'il n'y ait plus de problème. Les mesures institutionnelles, je pense dans chaque service, c'est vrai, ça veut dire que d'avoir des femmes, comme des hommes d'ailleurs, certains hommes d'ailleurs, je viens de la voir par exemple dans mon hôpital en pédiatrie, pour des raisons de divorce, un homme a dit « Je veux une organisation du service qui soit compatible avec ma vie de famille et le fait que je m'occupe des enfants. » Je veux dire que le problème, ce n'est pas homme ou femme, c'est que désormais, dans la qualité de la vie, de l'exercice, on tienne compte de ces paramètres-là. Et ça, effectivement, ce sont les relations de proximité, mais souvent induits par des règlements. Et au plan institutionnel, par exemple, on vient de réparer dans le groupe d'attractivité pour les statuts hospitaliers universitaires le fait que, quand on est HU, il n'y avait aucun texte réglementant la possibilité d'un travail à temps partiel. Ce qui est maintenant le statut possible de tous les gens qui travaillent dans la fonction publique en France. C'est-à-dire qu'on peut, pendant une période de sa trajectoire professionnelle, avoir un exercice à temps partiel. Et donc souvent, ça colle avec la question de la grossesse, bien évidemment. Donc attention, je pense qu'il y a encore quelques années de militantisme équilibré à avoir, qu'on le veuille ou non. Et deuxièmement, expliquez bien, et on travaille tous pour que les mesures institutionnelles viennent accompagner cet effort.
Merci beaucoup pour ces commentaires. Monsieur Meuret. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais prendre la parole 2 minutes pour un petit commentaire en disant que je voulais vous remercier d'avoir fait cette session, voilà, d'avoir persévéré, d'avoir eu cette initiative. Je suis entré dans l'amphi avec certains doutes, interrogations, et vous en avez levé, grâce à votre présentation, certains, et je ressors avec une grande inquiétude, mais pas encore tout à fait calmée. Les doutes, c'était... Je ne savais pas si ces différences qu'on pouvait établir encore étaient l'image de l'image du chirurgien dans la société ou si c'était vraiment un problème intrinsèque à la profession. Et je pense qu'on a la réponse aujourd'hui. C'est que c'est vraisemblablement un problème intrinsèque et ça a été relevé plusieurs fois. La société, elle, ne fait plus la différence dans notre domaine. Donc ça a levé un doute et je pense que je le dirai face aux patients, en staff. Alors moi, j'exerce en plus dans une région anatomique où je vis parfois l'inverse, c'est-à-dire que certaines patientes me demandent s'il n'y a pas plutôt une femme pour les examiner. Donc ça prouve, on peut avancer dans les deux sens. Mais ça a levé quand même une inquiétude parce que vous dites que malgré tout, il persiste quand même un frein. Et moi, dans mon esprit, assez modestement, mais je vous promets que c'est très sincère, j'ai la certitude, mais je pense que la plupart des hommes ici ont cette certitude de ne pas être macho du tout. Alors effectivement, le lourdingue qui sort des blagues vaseuses, on le reconnaît dans notre environnement professionnel comme dans le métro, donc ça on est capable, je pense. La vraie question, c'est est-ce que si on estime que c'est naturel, comme nous a dit Laura, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence, les hommes ont des doutes, même avec une barbe et 150 kilos, est-ce que si on estime que c'est naturel, ça suffit ? Et moi, j'ai aimé, je pose la question, hein, j'ai beaucoup aimé vos témoignages à tous et toutes, mais Nicole nous a dit que son chef de service avait une attitude qui était un peu plus que naturelle. Et ça rejoint peut-être, mais moi j'ai besoin qu'on me le dise, parce que je ne sais pas si je suis macho, je le dis modestement, hein, j'ai l'impression et la conviction de ne pas l'être, mais ça veut dire que être naturel, peut-être c'est pas suffisant. Voilà. Donc c'est une question que je pose. L'année prochaine, j'aurai besoin d'une autre session avec peut-être, je ne sais pas moi, peut-être certains comportements à avoir qui me semblent à moi naturels et qui en fait ne le sont pas. Voilà. J'aimerais avoir votre retour sur ce point de vue. Juste là-dessus, c'est sûr son attitude, elle est peut-être au-delà de ce qui est naturel et il fait exprès pour éveiller les consciences, mais il y a plein de petites choses qu'il fait, par exemple, quand il rentre dans la salle de staff, étant donné que la majorité des femmes, étant donné que la majorité de la salle sont des femmes, il dit bonjour à toutes, il dit pas bonjour à tous. Donc c'est sûr qu'il y en a qui vont dire mais à quoi ça sert ? Je veux dire, on va pas changer la langue française, mais en fait, il y a plein de petites choses comme ça juste pour éveiller les consciences. Chacun a sa façon de la faire, mais c'est sûr que c'est en étant proactif en tout cas, et en y donnant de la réflexion et de l'action qu'on peut réveiller les consciences et changer les attitudes. Et en tout cas, c'est certainement pas en les minorant ou en disant que ça ne sert à rien de les aborder. Voilà. Bon, il nous reste 5 minutes. Alors, je crois qu'il y avait Eric Vibert qui voulait prendre la parole. Non, Monsieur Pocard qui voulait prendre la parole. Merci pour tout. Je rejoins les commentaires masculins qui ont été faits. À la fois sur l'impression de vous voir toutes là et d'entendre tout ça. Moi, je découvre, je suis un peu comme mon voisin. Est-ce qu'on est macho, est-ce qu'on n'est pas macho ? Je trouve ça très compliqué. Je pense que ça commence bien avant la chirurgie et je ne suis pas sûr du tout que la chirurgie soit différente. Les premières règles chez les gamines à l'école, alors qu'on ne leur a pas expliqué et que j'ai appris tout ça il y a très peu de temps. Ma fille, elle a que 25 ans et c'est maintenant qu'on parle des difficultés parce qu'à l'école c'était 1 euro pour aller chercher une serviette quand on allait à l'infirmerie. Donc je découvre tout ça, je savais pas que c'était voilà. Donc je pense que bon, c'est jamais trop tard pour apprendre. Donc ça c'est juste pour dire ça, c'est-à-dire que nous on a besoin d'avoir des informations qu'on n'a pas avant. Ça c'est ce que Guillaume a dit d'une autre façon. On a besoin de savoir de temps en temps. Voilà, est-ce que le chef de service dont vous parlez à Tenon, il a raison d'avoir ça, je ne sais pas. Est-ce que nous, de temps en temps, on est macho sans le savoir et est-ce qu'on a besoin d'avoir ça ? Je pense que c'est important qu'on ait le retour et ça, c'est à vous, je crois, de temps en temps de nous aider là-dessus.
Et l'autre chose qui m'a particulièrement impressionné dans les résultats que vous nous avez montrés, c'est la diapo juste d'avant avec la dernière ligne, où il y a cette impression de ne pas être prise au sérieux par une partie des femmes chirurgiens, qui ne rejoint pas du tout l'impression des patients. Et c'était la première réflexion que vous avez faite, madame, sur le fait de... Ben oui, quand un malade demande « est-ce que c'est vous qui allez m'opérer ?», en fait, c'est l'angoisse de ne pas être opéré par vous. Et donc ça traduit bien ce décalage. Comment on peut progresser là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai entendu les mesures institutionnelles, et je pense qu'il y en a à faire, bien sûr. Et je suis d'accord, Nawal, sur le fait de dire qu'il faut arrêter d'y aller tout seul et qu'il faut y aller en groupe si on veut que ça bouge. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Cette question-là, d'arriver et de dire je sais ce que je fais, je connais mes compétences, et je n'ai pas besoin de douter parce que je suis une femme. Et visiblement, dans les chiffres que vous nous avez donnés, le chiffre, il est très important, je ne me souviens plus, mais 65% ou quelque chose. Enfin, c'est probablement le chiffre le plus étonnant, moi, de toute la présentation que vous avez faite. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, 85% des patients ne se posent absolument pas la question de la compétence de la femme chirurgien, alors qu'à l'inverse, 60% des femmes. Comment on peut bouger ce chiffre-là, le faire exploser? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Mais moi, je pense que c'est lié à l'image qui persiste encore de l'homme chirurgien. Effectivement, quand le patient a compris que la femme qu'il avait en face de lui était une chirurgien, ça ne lui pose pas problème. Le problème, c'est que parfois, il arrive à la consultation et il pense que la personne qu'il voit n'est pas le chirurgien. Mais Valérie, sur le chiffre qui est là, le patient, lui, ne se trompe pas, il a confiance. C'est la femme chirurgien qui se demande encore si elle peut donner cette confiance. C'est ça, enfin, en fait, sauf si que, j'ai pas compris c'est que nous, parfois, on peut penser à tort, effectivement, que le patient va avoir moins confiance. Mais effectivement... Comment on avance là-dessus? Parce que ce chiffre, on a 60% d'un côté, 85% de l'autre. Mais je pense que les femmes chirurgiens ont parfois une attitude un peu sur la défensive, que moi je ressens, qui se met... je me mets toute seule dans une position où j'ai l'impression qu'il faut que je me justifie. Alors qu'en fait, effectivement, les chiffres le prouvent, les mentalités ont quand même évolué. Moi, ça fait, encore une fois, plus de 6 ans maintenant que je suis installée en libéral. Je ne travaille qu'avec des hommes. On va bientôt travailler avec une femme et on en est très content et c'est un choix d'équipe. Mais parfois, effectivement, j'ai l'impression qu'il faut que je prouve que je suis médecin. Alors je suis la seule quasiment à porter une blouse avec marqué « Docteur Vuarnesson » quand je fais la visite. J'essaye d'avoir... j'ai une attitude peut-être parfois un peu trop autoritaire avec les infirmières. Et parfois je me dis, mais est-ce que c'est moi qui en fait un peu trop? Ou est-ce que c'est la situation qui génère cette attitude de ma part? Alors, c'est très flou parce que, par exemple, je suis la seule de l'équipe que certaines infirmières appellent par son prénom. On m'appelle Hélène, alors qu'on appelle mes collègues docteur untel. Bon, alors est-ce que c'est parce que je suis plus jeune? Est-ce que ce sont des infirmières que je ne connaissais pas avant? Et c'est difficile de dire, écoutez, ne m'appelez pas Hélène, appelez-moi docteur Vuarnesson. C'est compliqué. Donc, il y a cette espèce de schizophrénie, entre guillemets, c'est un terme évidemment qui n'est pas adapté, mais et je pense qu'on participe plus encore actuellement, nous les femmes, à cette confusion que les patients qui, eux, effectivement, même des hommes, même des messieurs retraités, ça fait plus partie de leur problématique, ils sont très contents d'être opérés par une femme. Et moi, j'ai jamais eu de réflexion de qui que ce soit en me disant je ne veux pas être opérée par vous, vous êtes une femme, j'ai peur, vous ne m'inspirez pas confiance. Excusez-moi, je peux juste faire une petite réflexion, j'en ai pas pour très longtemps. Bien Kaoudi, PH au Havre, on n'a pas fait la remarque sur je profite de la session chirurgienne. Moi j'avais un message à donner aux femmes chirurgiens. Moi l'expérience que j'ai, c'est que je suis arrivée en tant qu'interne premier semestre, j'avais que des gars autour de moi qui ont été super bienveillants. Et la seule qui m'a mis des bâtons dans les roues, c'est une femme. Et ça, c'est très dommage parce que c'est pas tellement les hommes enfin, en tout cas, mon expérience, c'était vraiment, mais qu'est-ce que tu fous? Mais fais pas chirurgie. Mais tu vas voir, tu vas avoir une vie pourrie. Et elle était chirurgien? Mais oui, elle était chirurgien. Et moi, franchement, ça, c'est vraiment, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et ça, c'est vraiment dommage parce que
voilà, je voulais juste donner un message aux chirurgiennes, justement, soyez bienveillantes avec vos externes, vos internes, etc. Parce que c'est important. Et moi, j'essaie de le faire au quotidien, mais malheureusement, c'est pas tout le monde, quoi. Voilà, c'est tout. Ça, c'est les femmes et les hommes. Je pense qu'il y a des femmes malveillantes et puis des hommes bienveillants, et l'inverse est vrai, mais c'est très très important, effectivement, le compagnonnage au féminin. Ah, on va devoir arrêter la session. Je remercie infiniment toutes les intervenantes et puis je vous remercie d'avoir participé à cette session. Merci beaucoup.